Si vous avez déjà joué à Detroit Become Human, vous savez exactement où on est. Pour les autres, on est au début du jeu. Connor, un androïde destiné à être détective, doit sauver une fille des griffes d'un déviant sur le point de se suicider, emportant dans sa chute une innocente. Maintenant, une multitude de solutions sont possibles et ces fins sont déterminées par vos choix. Imaginons que vous demandez à Daniel de libérer l'otage, que vous compatissez avec lui, que vous l'accusez, que vous choisissez d'être réaliste avant de renoncer à faire partir l'hélicoptère pour enfin être rationnel et refuser ses demandes. Eh bien, Daniel saute avec Emma et votre première mission a échoué. Avec d'autres choix, vous auriez peut-être pu sauver la jeune fille, rester en vie et quitter les lieux de manière très charismatique. C'est ça, les jeux interactifs. Sauf si vous êtes complètement antipathique, lors de votre première partie, vous vouliez sauver la fille, mais étiez-vous sûr de vos choix? Et surtout, était-ce réellement votre choix? Vous avez appuyé sur ce bouton, certes, mais justement, vous avez appuyé sur un des 4 boutons proposés. Pas 8, pas 16, pas une infinité de boutons, mais bel et bien 4. Vous n'avez pas tenté de sauver la victime avec vos décisions, mais avec des décisions imposées par le jeu. Et pourtant, le jeu n'est pas coupable. Connor, personnage que vous incarnez, est le seul responsable. D'ailleurs, c'est vous qui êtes puni par le biais du personnage en cas d'erreur. Si vous avez raté, il est possible que vous vous soyez senti coupable, que vous ayez regretté vos soi-disant choix. Et c'est tout à fait normal. Elle est là d'ailleurs, la complexité des jeux narratifs. Aucun retour en arrière n'est possible. Dans un jeu vidéo classique comme Mario, si vous mourrez, vous retournez en arrière. Vous avez une deuxième, une troisième, une millième chance même s'il le faut. Ici, vos choix sont définitifs. Vous avancez et il ne reste que votre imagination pour vous demander ce que cela aurait fait si vous aviez appuyé sur croix au lieu de triangle. Le cerveau ressent la responsabilité, même dans une cage. Bon. On vient d'évoquer pas mal de points à éclaircir sur ces jeux. Tout d'abord, on va établir notre liberté encadrée. Cette illusion d'indépendance, elle ne se retrouve pas que dans les jeux à choix. Dans Mario Odyssey, nous sommes libres de récupérer n'importe quelle lune du pays pour pouvoir débloquer la suite. Dans cette phrase, on retrouve déjà le paradoxe de la liberté. Pour avancer, nous sommes dans l'obligation de récolter un nombre de lunes précis. Sans ça, impossible de continuer, on reste bloqué sur la même map. En plus, si je récolte le nombre requis, j'avance bel et bien, mais on m'impose la suite, non? On m'impose ma prochaine destination. Je vous l'accorde, ici on parcourt les pays à travers un but, celui de sauver la princesse Peach. Mais on commence déjà à voir les limites de la liberté dans les jeux vidéo, puisqu'un cadre est entièrement défini par le jeu. On choisit le chemin avec les différentes lunes à notre disposition, mais la destination reste la même. Jesper Juhl le décrit très bien dans son ouvrage The Art of Failure. Selon lui, les jeux vidéo nous donnent la liberté de choisir dans des espaces conçus par quelqu'un d'autre. Mais alors, qu'en est-il dans les jeux à choix? Eh bien, là aussi, on est confronté à ce problème. Ce ne sont pas mes choix à 100%, mais bien des choix partagés avec les limites imposées par les développeurs. Dans Road 96, on incarne un jeune qui tente de fuir la répression de son pays et de son dictateur, Tyrak. Dans une même partie, on définit le parcours de plusieurs jeunes, et on est supposément responsable de leurs choix. Par exemple, on peut à plusieurs reprises décider de taguer ou non des affiches de Tyrak ou de Flores, son opposante politique, afin de faire grimper l'un ou l'autre ou encore l'abstention dans les sondages des prochaines élections. La plupart des choix que nous offre le jeu définissent donc deux choses, notre réussite de fugue ou non, ainsi que la fin du jeu en fonction des résultats des sondages. Les développeurs nous font participer à une grande révolution, et c'est vrai, on y participe. On fait des choix qui déterminent le sort du pays, mais tout ça, ça reste dans les limites déterminées par la structure du jeu. Ici encore, nos choix sont restreints. Je ne peux pas faire tout ce que je veux. Parler à certains PNJ, escalader divers murs ou même choisir des solutions non prévues à certains moments. Le trajet est différent, certes, mais la destination reste la même. C'est pareil pour la fin du jeu. C'est vrai, il y en a plusieurs, mais elle reste définie au départ par le jeu, codée en fonction des boutons sur lesquels on aura appuyé précédemment. Selon Miguel Sicard, les jeux sont des espaces d'expression éthique, mais dans des cadres limités. En effet, on peut s'exprimer avec les tags, mais pas exactement comme on le voudrait. Dans une certaine mesure, avec les tags, on choisit le fond dans le sens où l'on choisit entre 3 camps, mais on ne choisit pas la forme du graffiti, la manière dont sont dénoncés les événements du jeu. En bref, dans Road 96, la liberté encadrée est représentée d'une part avec la destination qui reste la même, avec des options que le joueur ne peut pas exploiter, mais aussi avec la forme inchangeable. Et ça, c'est le cas dans tous les jeux interactifs. J'ai pris Road 96 comme exemple, mais il y en a d'autres. On en a déjà parlé, mais dans Detroit, on a le choix qu'entre quelques options. On ne choisit pas non plus le fond, la destination reste la même, et les fins sont codées. C'est aussi la même chose pour Life is Strange. Là, on a un pouvoir sur le temps puisqu'on peut le remonter, mais on est toujours limité en options et le jeu délimite jusque là où on peut aller.
Maintenant, on va passer à la partie injuste du paradoxe. Certes, vous n'aviez pas les commandes totales pour faire ces choix, mais vous en avez fait quand même. À la fin de Life is Strange, le joueur est placé devant un violent dilemme. Soit il doit sacrifier Chloé, amie d'enfance de l'antagoniste que le joueur a dû sauver maintes et maintes fois, soit on doit décider de sacrifier la ville entière, Arcadia Bay. Aucune autre possibilité n'est envisageable, malgré tous les choix faits ultérieurement. Le joueur doit donc laisser tomber la personne la plus chère à ses yeux, ou bien une ville entière avec des habitants innocents. Dans tous les cas, on vous impose un choix et vous aurez du sang sur les mains. Vous êtes responsable d'un des deux drames, puisque vous avez appuyé sur ce bouton, même si vous n'aviez pas d'autre solution. Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricoeur déclare « Être responsable, c'est se reconnaître auteur de ses actes ». Pour être plus clair, même si vous n'avez pas écrit les choix, vous ne pouvez pas rejeter toute la responsabilité sur le jeu. Comme dans la vraie vie, vous avez sûrement dû prendre des décisions pour avancer. Même si vous n'aviez que deux possibilités, si votre positionnement s'est avéré être une erreur, vous ne pouvez rejeter la faute sur personne. C'est injuste, mais c'est comme ça. Au lieu de nous lamenter, revenons plutôt sur notre décision. Je vous rappelle que vous avez du sang sur les mains avec la décision finale de Life is Strange. Ici, la responsabilité est donc caractérisée par la culpabilité. Dans Serious Moral Games, on peut lire « Ce n'est pas un vrai crime, mais mon cerveau a réagi comme si j'en avais commis un ». Alors évidemment, le choix dans le jeu n'aura pas du tout la même portée que dans la vraie vie, mais il est possible que vous soyez marqué pendant un moment par l'émotion. Vous sentir gêné aussi à travers l'écran lorsqu'un personnage se met en colère après vous dû à une erreur sur Détroit. Être triste si vous laissez Zoé derrière vous dans Road 96. Pareil si vous décidez de laisser tomber Chloé dans Life is Strange. En bref, à travers les choix imposés, le jeu nous responsabilise et nous fait comprendre que même si la liberté est encadrée, nous avons quand même suivi le chemin qui nous semblait être le plus adéquat. Désormais, dépassons la culpabilité en essayant de définir l'effet que procure le jeu sur qui nous sommes réellement. Malgré les limites imposées par le jeu, sommes-nous le reflet de nos choix ? Est-ce que nos décisions reflètent notre personnalité ? Les jeux interactifs nous poussent souvent à nous questionner sur notre morale. Les choix légers peuvent donc être représentatifs de la réalité. Selon Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Des choix récurrents peuvent former une ligne de conduite. Si avec Marcus vous avez eu l'habitude de choisir les solutions pacifistes, comme la manifestation jusqu'à la fin du jeu, c'est peut-être comme ça que vous auriez agi en vrai. A l'inverse, dans Road 96, si vous décidez de vous rebeller face au régime en taguant les affiches de Tyrak, peut-être que vous auriez agi de la sorte aussi. Hannah Arendt disait « Chaque action révèle qui nous sommes ». Selon cette pensée, même si on n'a que 2 ou 3 choix pour prendre une décision, cela définit une part de notre personnalité. D'ailleurs, dans Détroit, l'arborescence indique les choix qu'on a faits par rapport à tous les autres joueurs. Avec cet outil, le jeu nous invite donc à nous questionner sur nos positions par rapport aux autres. Pourquoi suis-je différent de la moyenne, par exemple ? C'est une sorte de test de la personnalité défini par nos agissements. En revanche, certains choix sont trop dramatiques pour que le jeu soit représentatif de la réalité. Si vous avez joué à Détroit, vous avez sûrement dû détester 90% des humains concernant leur comportement ignoble envers les androïdes. Alors, imaginons que cette situation arriverait dans la vraie vie. Seriez-vous aussi tolérant que vous ne l'êtes en incarnant ces androïdes ? De même avec Road 96, il y a un moment dans l'histoire où vous avez le choix entre vous sacrifier pour sauver Zoé ou bien la laisser tomber et avoir la vie sauve. Personnellement, je n'ai jamais réussi à faire autrement que de me sacrifier pour Zoé, mais dans la réalité, je ne suis pas certain que j'aurais fait la même chose. De ce point de vue, nous ne sommes pas réellement le reflet de nos choix, puisque nous ne pouvons pas certifier que dans la vraie vie, nous aurions exécuté les mêmes agissements. Je ne dis pas qu'il est impossible qu'on fasse la même chose, mais nous ne pouvons pas nous projeter réellement avec le jeu. Nous n'avons qu'un seul point de vue, on ne se met pas à la place des autres personnages. De plus, on reste dans le cadre d'un jeu. Si on ne le prend pas au sérieux, si on ne prend pas position avec notre cœur, le jeu ne reflète pas du tout qui on est. On peut tenter de tout faire pour avoir une bonne fin et laisser pleinement le cerveau choisir sans consulter le cœur. On peut aussi vouloir simplement s'amuser et être cruel pour voir ce que ça fait. Bon là, ni le cœur ni le cerveau ne jouent. Avec tous ces facteurs, le jeu ne peut pas refléter nos agissements réels, puisqu'il ne peut pas traduire ce que l'on aurait fait dans des situations aussi critiques. On ne se met pas forcément en scène authentiquement. Pour terminer, j'aimerais rappeler la puissance de ces jeux vidéo. Jamais un jeu ne me marquera comme Detroit Become Human l'a fait. Cette sensation d'avoir le pouvoir de changer les choses à tout moment. Même si on l'a vu aujourd'hui, cette liberté est encadrée. Le fait de vouloir tout faire pour changer le destin d'une nation en renversant la dictature tyrakienne de Road 96 aussi. Je n'ai pas joué à Life is Strange, mais en écrivant cette vidéo, je me demande encore quel choix aurais-je fait à la fin. Ces jeux-là ont une âme particulière. Bien évidemment, je ne possède pas la vérité absolue sur ce sujet. Les points abordés dans cette vidéo sont mon propre avis. Et vous pouvez ne pas être d'accord sur la liberté encadrée et ce qu'elle engage. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu
plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.